Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit book haul. J'ai encore pêché et j'ai fait rentrer dans ma bibliothèque énormément de livres d'occasion. Donc dans cette vidéo, il y aura 0 livre neuf les gars. C'est que des achats d'occasion. J'ai fait des super affaires et je suis vraiment trop contente de ces achats. Mais une fois de plus, vous verrez, c'est extrêmement éclectique parce que j'aime plein de sujets différents. Et si vous connaissez pas encore ma chaîne, vous risquez d'être un peu surpris. Il y en a certains que j'aimerais lire très rapidement parce qu'ils correspondent à des challenges en cours. Et j'espère vraiment me dépatouiller avec mes lectures en cours pour pouvoir les terminer avant fin mars. Allez, on va pas blablater plus souvent. Si, encore un dernier petit détail, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de livres en VO parce que j'ai eu la surprise et la joie de recevoir en visite une dame qui travaille en fait avec moi au bouquin à la recyclerie. Elle est anglophone et je lui ai demandé plein de recommandations. Donc, il y aura pas mal de livres en VO, sachant qu'il y en a beaucoup que vous connaissez parce qu'elle lit beaucoup de classiques et elle m'a conseillé des lectures qui peut-être vont vous surprendre dans cette vidéo parce que vous n'avez pas l'habitude de me voir lire ce genre de trucs. Alors, on va attaquer avec tout de suite L'Immortelle Randonnée de Jean-Christophe Ruffin. Donc lui, il est de l'Académie française. Je suis actuellement en train de lire Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla. Le récit ne me passionne pas plus que ça, mais j'aime beaucoup sa plume et je pense venir à bout de ce livre. Alors, dans Immortelle Randonnée, Compostelle malgré moi, on est dans un récit autobiographique où l'auteur raconte son voyage de près de 800 km vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en empruntant une des voies les moins utilisées pour ce chemin de croix, puisqu'il s'agit de la voie du Nord, qui traverse le Pays Basque. Donc il va faire assez peu de rencontres, mais visiblement, tout au long de ce chemin méditatif, il va quand même prendre des leçons philosophiques de vie. Il fait référence à Diderot notamment. Et je pense que ça peut être intéressant parce que c'est un personnage assez haut en couleur. Et là, on est aux éditions Guérin-Chamonix que j'aime énormément. Donc je me dis... Voilà, si ça a été publié, c'est que je pense que ça peut être très intéressant. C'est vraiment une maison d'édition que j'aime d'amour. Ensuite, j'ai chopé 2 livres dans les aventures secrètes, là, en poche. J'aime bien cette collection-là parce qu'il y a aussi des ouvrages intéressants. Il y a des choses aussi très perchées. Alors, déjà, vous allez me dire, ça peut être perché pour vous, puisque j'ai chopé James Redfield avec l'expérience de la 10e prophétie. Donc, moi, j'ai lu l'intégrale et j'ai lu la 10e prophétie. J'ai aussi lu les leçons de vie de la prophétie des Andes. Mais là, on est dans l'expérience de la 10e prophétie, dans laquelle James Redfield nous invite à des exercices concrets pour mettre en application cette 10e prophétie que bien sûr je vais pas vous spoiler puisque vous la découvrez déjà dans un livre à part, donc ce serait pas très sympa de vous délivrer et de toute façon je me rappelle plus de ce que c'est, donc voilà. Mais ça parle de synchronicité, de vie antérieure, de spiritualité, d'élever ses énergies, son empathie, etc., d'être vraiment connecté aux autres et à la nature. C'est hyper cool. Donc par contre il est assez épais, je ne pense pas à le lire tout de suite, hein. Le Jean-Christophe Ruffin en revanche, j'aimerais beaucoup le lire au mois de mars parce que j'ai dans la consigne de notre challenge les lapins de Pâques, de lire des livres à couverture unie. Donc je pense qu'il va y passer très bientôt celui-là. Le secret de Shambhala, c'est aussi un ouvrage de James Redfield et là il est question d'un monastère caché qui ne peut être visible que lorsqu'on a élevé ses énergies. Et le héros de James Redfield, toujours dans une espèce de navet avec enquête, va découvrir sa propre expérience, il va découvrir ce monastère et visiblement il est aussi traqué par les services secrets chinois. Donc pourquoi je dis navet? Parce que James Redfield c'est des aventures secrètes en fait, ça porte très bien son nom. Et dans la prophétie des Andes, déjà, si vous avez vu le film qui est gratuit sur Facebook, mais c'est un navet intersidéral, il rend pas justice au roman où il y a beaucoup plus de détails. Mais si vous vous intéressez aux énergies, à la spiritualité, je sais pas si vous êtes par exemple même végétarien ou que vous avez envie de vivre une petite expérience mystique, et ben sincèrement James Redfield c'est une façon très ludique, facile à lire et page turner de le faire. Donc moi je vous conseille vraiment les romans de James Redfield parce que c'est du bonbon, c'est excellent.
J'ai aussi chopé Le Lion de Joseph Kessel chez Livre de Poche. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne connais pas l'auteur. Tout ce que je sais, c'est que ça fait partie des chefs-d'œuvre de la littérature, je crois, américaine. Donc, si vous savez de quoi ça parle, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais il me tarde de le lire parce que vraiment, j'en ai entendu beaucoup de bien. Également, en faisant le tri à la recyclerie, mon chéri m'a dit « Mais tu veux pas lire celui-là ?» Je lui dis « Pourquoi ?» Bah parce qu'il y a du tatouage sur la couverture. Je lui dis « Ah mais oui, effectivement !» J'ai tendance à trier tellement vite, à aller tellement vite que j'ai même pas le temps de regarder dans le détail ce qu'on reçoit. Et là, il me dit « Bon, en plus, ça tombe bien, j'ai jamais lu Nicolas Lebel, ce serait l'occasion de le découvrir. » Avec ce cauchemar... de cauchemars et de feu, dont l'action se passe à Paris aux alentours de Pâques. Alors ça peut être intéressant de le lire à Pâques. Un homme est retrouvé mort dans un bar avec une balle dans chaque genou et une entre les deux yeux. Et puis des motifs, des tatouages sont découverts sur son corps, des entrelacs celtiques, avec un nom inscrit également, Ira. On est à Paris effectivement, mais je pense que l'enquête va nous emmener en Irlande, donc il me tarde de découvrir ce roman policier. J'ai un peu envie de lire du policier en ce moment. Allez, on repart avec une petite série de romans et d'autobiographies, notamment celle de Raspoutine ici par Isolde Saint-Pierre. Raspoutine, le fol en Christ, qui visiblement a été documenté à travers les archives secrètes du tsar Nicolas II. Donc je pense qu'il y a quand même une assise historique à cette biographie, qu'elle n'est pas tout simplement romancée. Et qu'elle va me permettre de comprendre un petit peu qui était ce personnage qui me fascine littéralement. J'ai un autre livre sur Raspoutine et peut-être le fait de lire ces deux ouvrages me permettra de confronter les descriptions qui en sont faites et de m'aider à comprendre ce personnage. Un autre grand classique, Le nom de la rose, Umberto Eco. Et ben là, c'est un roman policier avant tout, mais qui se passe dans un milieu que j'adore et que je chéris par-dessus tout, ce sont les monastères. Tout ce qui touche aux moines, tout ce qui est en milieu fermé comme ça, et je sais pas pourquoi, mais les monastères me fascinent. Et j'ai d'ailleurs sélectionné 2 autres livres dans ma recyclerie que je vais certainement acheter. Je pense pas qu'ils vont partir, mais je vais les acheter. Il se passe aussi dans un monastère et là sincèrement Le nom de la rose il me tente de ouf parce que déjà le film je l'adore, l'action et surtout les personnages sont incroyables et j'ai vraiment envie de lire un autre Umberto Eco. Le seul que j'ai lu pour le moment c'est Le pendule de Foucault qui est un de mes romans préférés de tous les temps parce que ça parle d'occulte donc forcément. Je me suis aussi procuré ce Michel Bussy avec Nymphéa Noire. C'est le seul dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien chez Michel Bussy. On est visiblement dans la ville de Monet, pardon, je mélange toujours les deux, entre Monet et Manet. On est chez Monet, dans le village de Giverny. Une femme, une vieille dame en fait, regarde par la fenêtre, elle voit les bus passer, les gens, et elle s'attarde surtout sur son observation de 2 jeunes femmes, dont l'une est peintre, et dont le destin va être apparemment bouleversé. Et c'est un policier, parce que Michel Bussy, il écrit essentiellement des livres policiers, des thrillers. Donc on va voir ce qu'il en est, j'ai hâte de me plonger et sincèrement je veux pas en savoir beaucoup plus parce que ce serait aussi une découverte d'un auteur que je n'ai jamais lu. Un autre auteur qu'il me tarde de découvrir, c'est David Lodge avec La chute du muséum, qui est son 3e roman et potentiellement le plus drôle, le plus sarcastique qu'il ait fait. Et David Lodge m'a aussi été recommandé par mes amis de la recyclerie. Il est traduit de l'anglais par Laurent Dufour et là on est chez Rivage Poche dans cette édition étrangère. Je ne sais pas trop de quoi il en retourne. Il s'agirait tout simplement de raconter les pérégrinations d'Adam Appleby dans le brouillard de Londres. Il fait aussi du dilemme religieux et sexuel du héros, la structure obsédante de ce livre. Donc il me tarde de découvrir cet auteur qui est un des auteurs chouchous d'une de mes amies très chères. On a aussi chez Point Italo Calvino, Le Baron Perché. Vous allez peut-être rire, vous allez vous dire mais ce livre tout le monde l'a lu. Moi je l'ai pas lu, je connaissais pas, mais la couverture m'a beaucoup tentée. Il s'agit de Côme Baron du Rondeau qui en 1770 monte sur le haut d'un arbre et qui décide de ne plus jamais en redescendre. C'est un conte un peu autobiographique et à moitié fantastique puisqu'il va recevoir notamment la visite de Napoléon. Donc il me tarde de découvrir aussi cet ouvrage assez farfelu.
Ok, on continue avec un Brussolo. Alors celui-là, je l'ai trouvé hier. Hein. J'ai sauté au plafond quand je l'ai trouvé. C'est le manoir des sortilèges. On est aux éditions du Masque. On va être avec Gilles, un écuyer qui assiste à la défaite de son maître au cours d'un tournoi et il va se retrouver au service du vainqueur qui ne montre jamais son visage, qui a une drôle d'armure un peu rouillée et qui souffre de maux atroces durant la nuit. Gilles commence à se demander alors si il n'est pas au service d'un ogre qui sévit et qui tourmente les demoiselles du village. Il va être question en fait de Barbe Bleue, du mythe de Barbe Bleue qui est revisité par Brussolo, tout simplement. Donc il me tarde de découvrir ce Brussolo, vraiment, surtout que ça a l'air d'être un one-shot. Vraiment, Brussolo touche à tout, même aux contes médiévaux, je ne sais pas. Je ne sais pas, il est extraordinaire cet homme-là. Donc il me tarde de découvrir, vraiment, vraiment. Allez, deux recueils de nouvelles. Je pense que je vais vous présenter celui-là. Encore un David Lodge, L'homme qui ne voulait plus se lever. Là, c'est 3 nouvelles d'été et 3 nouvelles d'hiver. Voilà, dans typiquement lodgienne. J'ai aussi un Zoya Pirzad, comme tous les après-midi, et là il s'agit d'une autrice iranienne qui a aussi écrit un recueil de nouvelles. C'est le premier à être traduit en français. Il me tarde de le découvrir. Et j'ai aussi acheté Agota Christophe, qui est une autrice hongroise émigrée en Suisse. Et dans le Grand Cahier, elle raconte la vie très compliquée de 2 enfants qui vont faire l'apprentissage de la vie tout seuls. Ils vont apprendre à lire, ils vont apprendre aussi ce que c'est que la violence, hein, la violence de la rue. Et c'est un roman internationalement connu, apparemment. Moi, je sais que quand j'ai vu le nom de l'autrice, ça m'a dit quelque chose, ça m'a fait écho. J'en ai déjà entendu parler et je me suis dit, tiens, jette-toi sur cet ouvrage, surtout qu'il est chez Point, une maison d'édition que j'ai vraiment envie d'approfondir un petit peu en ce moment. Donc là aussi, un ouvrage qui m'intrigue beaucoup, beaucoup. Et si on parlait un petit peu de manga et de BD, ça vous dit, j'en ai quelques-unes. Il n'y en a que 4, hein, ça va aller très vite. Il y a d'abord Brother and Brother de Kisagari Hirotaka. On est chez Yaoi Édition et c'est pour public averti. Je pense qu'il s'agit de relations homme-homme, peut-être de relations incestueuses, je ne sais pas. Quand j'ai vu la 4e, ça m'a choquée, mais j'ai eu envie de me plonger dedans parce que déjà c'était l'opportunité de découvrir quelque chose de différent en fait, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et de me faire mon propre avis tout simplement. Après 8 ans de séparation, Soichiro apprend que son père vient de mourir et qu'il doit vivre dans l'ancienne maison familiale avec 2 frères aînés dont il ne connaissait pas l'existence. Un jour, il les surprend dans une situation compromettante. Le rude Masato demande à Soichiro d'être sa chose, puis c'est au tour du séduisant Kaname de lui sauter dessus. Voilà, donc ça vous donne le ton. Inceste, relation entre hommes, sincèrement, ça m'intrigue et j'ai envie de voir comment c'est traité. Et j'ai aussi chopé Twilight Fascination, le volume 1, qui est l'adaptation du film que je n'ai jamais vu, et potentiellement du livre que je n'ai jamais lu. Mais je me dis, ouf, si tu veux découvrir l'histoire, peut-être le manga, ça peut être une belle porte d'entrée. D'autant plus que les graphiques, ils sont pas, les graphismes sont pas dégueulasses. Donc ça m'a donné envie de découvrir, ça va se lire très très vite. Voilà, et ce Twilight est publié aux éditions Pika. Dites-moi si vous les avez déjà lus. Et 2 BD grand format que j'ai chopé aussi en recyclerie. C'est un peu con parce que je les ai chopés juste après la convention tatouage où en plus Monsieur Ledroit était présent. Il s'agit de Requiem, le tome 1 et 2 du chevalier, le chevalier vampire. Alors c'est des bandes dessinées que j'ai déjà lues par le passé. Que j'ai lu quand j'étais, je crois, au lycée, mais j'ai bien sûr oublié toute l'histoire. Je me souviens que les graphismes étaient très forts et que l'histoire était assez dark. Donc pourquoi pas me plonger dedans, écoutez, pour Halloween ou peut-être même avant. Les BD sont un petit peu abîmés, mais les planches sont vraiment sublimes. C'est une patte graphique très particulière. Et je peux vous dire que la dédicace qu'il a fait, c'était incroyable. Il faisait des dessins, mais avec une espèce d'encre bleue. Il y avait du rouge et du bleu. C'était magnifique. Tout le monde était comme ça, en train de porter son volume dans la dédicace pour que le truc sèche, quoi. Parce que c'était vraiment peint de partout. Il prenait vraiment le temps de faire des très très belles dédicaces. Ok, on va passer maintenant, alors que la batterie est en train de mourir, à des ouvrages
un peu documentaire et aussi des contes. Donc il y en a 5, ça va aller vite, vous allez voir, c'est ce que je dis à chaque fois. Bref, déjà j'ai emprunté, donc celui-là il faudra que je le rende, Les Palestiniens dans le siècle dans ma recyclerie. C'est une petite édition mais qui coûte très très cher parce qu'elle est faite sur papier glacé, absolument magnifique. Et celui-là porte sur le peuple palestinien, dont bien sûr j'aimerais beaucoup me documenter dessus parce que en ce moment c'est un peuple qui souffre beaucoup, enfin je veux dire pas qu'en ce moment, ça fait des décennies qu'il souffre. Et j'ai énormément d'empathie pour ce qui se passe là-bas. J'en parle pas beaucoup sur les réseaux, mais je suis extrêmement touchée par le contexte géopolitique et ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et là vraiment ça... Je pense que comprendre l'histoire aussi du peuple palestinien, ça va me mettre dans un certain mood. J'ai un peu peur de le lire, de mettre le nez dedans, mais il y a énormément de photos et j'ai vraiment envie de découvrir l'histoire des Palestiniens dans le siècle aux éditions Découverte Gallimard. Ni cru ni cuit, histoire de et civilisation de l'aliment fermenté de Marie-Claire Frédéric. Alors ici, on est dans un ouvrage dans un état magnifique déjà aux éditions Alma. Où vous allez découvrir l'histoire à travers les civilisations de la nourriture fermentée. Vous allez trouver aussi des recettes de kimchi, il y a quoi d'autre dedans? Il y a du kvass, il y a les crêpes au sarrasin, le gravlax, la sauce d'huître, le semen, etc. Donc du porridge. C'est absolument passionnant, il me tarde de le découvrir, et vraiment les recettes, mais c'est une aubaine parce que je voulais commencer à faire un peu des légumes lacto-fermentés. Donc ça peut être aussi l'occasion de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ce principe-là, pour garder tous les nutriments d'un aliment tout en le conservant le plus longtemps possible. Ce qui peut avoir son intérêt selon les saisons ou selon les contextes aussi politiques dans lesquels on vit. Sans vouloir être alarmiste, bien sûr. Un dernier ouvrage documentaire, donc là c'est un ouvrage, ah mais il me tient tellement à cœur, j'ai failli l'acheter en plus en librairie en neuf, mais il coûte une blinde, et en fait j'ai appris qu'un de mes amis me l'a offert. C'est de Pascal Baudéré, Le but Galette Braise, l'enquête. En fait c'est le journaliste il m'a même dédicacé, parce qu'en fait il le connaît, donc il m'a fait dédicacer ce livre, je suis trop contente. Et c'est un documentaire sur le but Galette Braise, sur la catastrophe de ce bateau qui était, je crois, dans la baie de Brest. C'était un bateau de pêche et il a disparu suite à potentiellement, ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y avait un sous-marin qui s'est planté dans ses filets et qui a fait couler le but Galette Braise. Voilà l'hypothèse officielle. Maintenant, les pouvoirs politiques démentent absolument tout ça, parce que s'il y avait des sous-marins étrangers, eh bien ça peut poser quelques complications politiques. Donc le chalutier breton a fait quand même disparaître visiblement 5 marins pêcheurs à leur bord, et malheureusement les familles des victimes n'ont toujours pas l'explication de ce qui s'est passé. J'aime beaucoup tout ce qui est enquête documentaire sur des grands scandales comme ça, politiques ou économiques, écologiques aussi. Je veux dire, je m'intéresse à beaucoup de sujets, notamment récemment je me suis refait vraiment tous les documentaires sur le vol MH je sais plus, 470, un truc comme ça, qui venait, vous vous souvenez, d'Indonésie, que j'avais d'ailleurs emprunté peu de temps après, et sur l'incident, sur ce qui s'est passé, vraiment toutes les explications possibles et la thèse que l'on a finalement retenue. Ici, dans cet ouvrage, eh ben, on n'a toujours pas les explications, parce que si ça touche à des secrets d'État, forcément, le gouvernement ne va pas en parler ouvertement, et sinon ça peut faire mouche, quoi. Donc, il me tarde de découvrir cette enquête de grande qualité, puisque le mec est parti vraiment interroger tout le monde, toutes les personnes qui sont témoins. Il a obtenu aussi notamment des témoignages de personnes qui n'étaient pas censées parler. Donc c'est hyper intéressant, et c'est un ouvrage dont j'ai entendu parler à la télévision, parce qu'il vient de sortir là, il y a pas très très longtemps, quoi. Donc c'est un ouvrage qu'il me tarde vraiment de lire, et je pense qu'il va y passer très vite. Et j'ai aussi trouvé 2 petits livres de contes, les contes populaires tibétains. Alors ici on est à la collection Phénix, et c'est un petit ouvrage non illustré où il y a vraiment, j'ai regardé un petit peu vite fait dedans, c'est vraiment les contes populaires.
Et aussi les contes et légendes de l'océan Pacifique de René Labruyère. C'est chez Pierre Rocher, c'est un vieil ouvrage. Mais j'avais très envie de découvrir cette culture. Et c'est un ouvrage, là par contre il y a des images. On va passer maintenant à des ouvrages en version originale. Donc si ça vous intéresse pas, les livres en anglais, vous pouvez zapper. Mais pour la plupart, ce sont quand même des ouvrages qui ont été traduits dans différentes langues. Donc peut-être que ça vous intéresse. Et c'est 100% de recommandations du coup de ma collègue. Allez, on va attaquer tout de suite avec des grands classiques. Déjà Great Expectations de Charles Dickens, qui est certainement celui qui me fait le plus peur, dont j'ai absolument aucune connaissance, je ne sais pas de quoi ça parle, mais on le considère comme étant son roman le plus fin, le plus raffiné. C'est apparemment la jeunesse de Philippe Pirip, qu'on appelle Pip, qui va devenir un homme avec une belle profondeur et un grand caractère, et qui va tomber éperdument amoureux de Estella. Voilà, je n'en sais pas plus, de toute façon je ne vais pas m'amuser à faire les traductions en live. Elle m'a aussi conseillé Jane Austen, Sense and Sensibility, donc ce fameux livre que je voulais absolument pas lire, une autrice que je voulais absolument pas découvrir. Elle m'a dit non, mais vraiment, t'abuses. Donc prends-le en VO et tu vas découvrir sa plume, tu vas voir si tu aimes. Donc voilà, il est aux éditions, c'est Penguin ça? Ouais, Penguin Classics. Alors, ensuite, elle m'a conseillé The Book of Fritz Leiber. Donc, c'est un gagnant du prix Hugo de la science-fiction, en fait. Et là, on est dans des supernatural horror stories. Voilà, mais je sais pas de quoi ça parle. Elle m'a juste dit que c'était absolument génial et qu'il fallait absolument que je découvre ce roman et je sais que le prix Hugo est un prix très prestigieux et que c'est un roman qui est assez connu dans les pays anglophones. J'ai aussi chopé Shantaram, qui est certainement le plus épais des livres en anglais que je possède, de Gregory David Roberts. Le Daily Telegraph a dit que c'était carrément un chef-d'œuvre et pour cause, parce que au dos il y a la 4e de couverture et quand j'ai commencé à la lire, alors celui-là il m'a pas été recommandé, c'est juste moi qui me suis hypée toute seule. En fait, on est dans les années 80 avec Gregory David Roberts, qui est un voleur et un accro à l'héroïne armé, qui s'est échappé d'une prison australienne pour aller en Inde, où il a vécu dans une espèce de taudis, voilà, de Bombay, quoi. Il a ouvert une clinique de santé libre et il a aussi rejoint la mafia. Il a notamment blanchi de l'argent, il a été soldat de rue et il a été aussi forger, je sais pas trop ce que ça veut dire, il va falloir que je refasse un peu mon anglais. Il a trouvé le temps d'apprendre le hindi, le marathi, il est tombé en amour et il a passé du temps à travailler aussi dans une prison indienne. Bref, un destin, les gars. Ça a l'air juste ouf. Donc c'est très très épais, ça me fait très peur. Mais vraiment, une fois que j'aurai pris un peu le pli à lire en anglais, franchement, il va y passer celui-là, parce qu'il me fait super envie. Alors, elle m'a conseillé bien sûr un Paul Auster, Moon Palace, que je n'ai jamais lu et je ne sais même pas de quoi ça parle. On est visiblement dans une histoire qui retrace 3 générations d'une même famille. Mais dites-moi si vous avez lu Moon Palace hein, de Paul Auster. J'ai aussi une version bilingue, alors ça fait plaisir les versions bilingues, ça permet de traduire tout de suite, de Herbert George Wells, Le pays des aveugles et autres récits d'anticipation. Là aussi dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà lu du Wells, ça m'intéresse. Elle m'a aussi conseillé un Patricia Highsmith qu'elle a beaucoup aimé. C'est assez dérangeant, des mauvais rêves qui nous tiennent éveillés pour le reste de la nuit. Donc ça s'appelle Ripley Underground. Et j'ai vraiment envie aussi de découvrir cette nouvelle américaine. J'ai aussi chopé un autre ouvrage de Ira Levin parce que moi j'ai le bébé de Rosemary dans ma palle. Mais je me suis dit, bah tiens, celui-là il est court, pourquoi ne pas le prendre? C'est Ira Levin avec The Stepford Wives. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Il y a 9 visages de femmes sur la couverture et un bel autoportrait de Ira Levin au dos. Mais c'est court, c'est écrit plutôt aéré. Donc je me dis pourquoi pas, peut-être même commencer avec celui-ci. Et alors celui qui vraiment me fait
ultra envie, mais vous pouvez pas savoir à quel point, et c'est un best-seller mondial aussi. C'est de Sheila Hasenberg et ça s'appelle A Hero of Our Own. Alors je ne sais pas le titre français du tout, mais ça a l'air, l'écriture a l'air très simple. Ici on est dans l'histoire de Varian Fry, qui est un grand personnage historique puisqu'il a aidé énormément d'artistes, de peintres, de musiciens, d'écrivains d'origine juive à fuir l'oppression, le massacre nazi. Et c'est raconté de façon très touchante, surtout que c'est un personnage c'est une personne qui a mis sa vie en danger à de multiples reprises pour pouvoir... En fait, il a eu une liste qui lui a été confiée de noms de juifs, artistes, qu'il fallait sauver. Et il s'est attelé à sauver des centaines d'artistes et des milliers de juifs en fait, qu'il a aidé à passer les frontières pour échapper voilà, aux joues nazis. Donc il me tarde vraiment beaucoup de le lire. Je pense que je vais verser des larmes, je pense que je vais mouiller des paquets entiers de mouchoirs en lisant ce livre, qui est assez court, hein, il fait moins de 270 pages. Et voilà, comment vous dire, ça va être, je pense, un grand bouleversement pour moi, ce livre. Donc déjà, je suis en train de me hyper là, toute seule. Voilà, désolée, ce book haul aura duré 100 000 ans. Comme vous voyez, j'arrive pas à résister à la tentation de choper de nouveaux livres quand il y a des choses qui vraiment m'intéressent ou que je me dis « Ah, celui-là, tu le retrouveras pas facilement ». Le Brussolo, typiquement, un Ira Levin par-ci, un ouvrage sur des contes populaires par-là. Les contes tibétains m'intriguent beaucoup. Et sincèrement, c'est l'occasion, quoi. C'est des bouquins d'occasion. Vraiment, mais allez en recyclerie, il y a des pépites. Allez chez Emmaüs, allez au Scout, il y a aussi des magasins qui en proposent, mais je sais que les œuvres de bienfaisance sont bien meilleures dans les recycleries et dans certaines associations d'aide populaire. Donc c'est un bonheur. Et puis derrière, il y a tout un groupe de bénévoles et de salariés aussi qui taffent dur pour vous proposer une sélection de qualité, pour vous proposer des romans de choix qui sont pas forcément très abîmés, qui sont dans l'air du temps, tout en restant quand même vigilant aussi au public spécialiste qui vient et qui réclame des bouquins sur, je sais pas, la restauration des meubles du 17e. Moi j'ai que ça vraiment, ou sur le travail du cuir, j'ai que ça, j'ai énormément de spécialistes, de gens qui recherchent des livres sur la Bretagne très spécifique, sur telle région, telle commune. C'est de la pêche, c'est de la chasse, mais on sait que les bouquins, il y en a beaucoup qui se font recycler en ce moment, qu'il n'y a pas forcément la possibilité non plus d'en rééditer tout le temps. Donc il y a des ouvrages qu'il ne faut pas laisser passer, qu'il ne faut pas laisser en destruction. Il y en a qu'il faut déposer en boîte aux livres aussi. Je dépose beaucoup de livres scolaires. Dernièrement, j'ai trié tout ce qui est théâtre et livres scolaires. J'en ai posé énormément en face d'une école parce que je me dis, voilà, ça va servir aux gamins et de découvrir des auteurs classiques. Donc c'est aussi un effort derrière de toute la communauté bénévole en recyclerie qui œuvre aussi pour vous proposer des livres à des prix, mais les grands formats chez nous c'est 1 €, les poches c'est 50 centimes, donc en fait j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, bougez-vous, regardez s'il y a des recycleries autour de chez vous et allez chiner, c'est un plaisir, c'est un bonheur, vous allez trouver au pire des auteurs voilà, classiques ou des trucs un peu passés, des trucs que vous n'avez pas forcément envie de lire, mais de temps en temps, vous allez tomber sur une pépite, sur un auteur qui vous fait envie, ou sur une thématique qui vous appelle, je sais pas, par exemple moi, comme les contes d'Océanie, qui m'appellent beaucoup, j'ai envie de découvrir ces traditions. C'est aussi une façon de s'évader, quoi, à travers ces livres qu'on n'aurait pas forcément achetés en neuf, parce que c'est pas des endroits, moi en librairie je vais pas forcément fouiner dans les livres d'art, dans les pièces de théâtre ou dans les livres documentaires, à part le Bugalette Braise. Mais sinon, voilà, là c'est quand même l'opportunité qui fait aussi qu'on trouve des pépites, on trouve des ouvrages dont on connaissait même pas l'existence et qui pourtant font partie intégrante de ce que nous sommes ou de ce qu'on a envie de découvrir et d'utiliser au quotidien. Donc
C'est un travail acharné, mais moi que personnellement j'adore faire, tout comme tourner les book hauls. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu et que vous allez sûrement en commentaire me dire ah oui Jane Austen mais vas-y, Paul Auster vas-y, David Lodge vas-y, ah James Redfield j'en ai pas entendu parler, ouais ça m'intrigue et pourquoi, enfin n'hésitez pas à commenter parce que moi j'adore échanger avec vous, c'est tout l'intérêt de tourner ces vidéos, je les fais pas pour me regarder en fait, donc vraiment n'hésitez pas. Moi sur ce, je vous abandonne, je vais promener le clébard et ensuite je vais à ma recyclerie et je vais faire mon taf pour poser des ouvrages incroyables. En plus on a reçu des livres incroyables, mais les gars, je vais faire un post parce qu'on a reçu des ouvrages mais magnifiques. Et merci vraiment à toutes ces personnes aussi qui font des dons aux recycleries, qui ne jettent pas leurs livres. Merci à ceux qui les posent en boîte aux livres aussi. Mais vraiment, sachez que si vous les posez dans une recyclerie, tous les livres que vous ne lisez plus, eh bien, ils vont être vendus derrière, ils vont satisfaire une autre personne. N'hésitez pas à commenter, revenir vers moi si vous voulez faire aussi des lectures communes. Et moi, je vais arrêter cette vidéo interminable. Je vous remercie de l'avoir regardée. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère de point lecture, parce que de ce côté-là, ça commence à se passer un peu mieux. Voilà. Et bah des bisous. Ciao!